Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Boum pour une super vidéo encore une fois. Je suis de nouveau accompagné par Antoine de 130 livres. Salut Antoine. Salut les pirates! Et Antoine, là, nous répondons à une demande générale, j'ai envie de dire, sur la page, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Euh, on nous demande, l'association Captain Antoine de 130 livres doit revenir pour évoquer enfin le merveilleux, Marvelous, Marvin Hagler. Alors c'est chose faite, aujourd'hui la discussion Hall of Fame Hagler a enfin lieu, et alors préparez-vous, parce que comme Marvelous, ça va puncher, ça va boxer, ça va être brutal, parce que on a tellement de choses à dire. Antoine, je suis ravi d'être avec toi plus sérieusement. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion pour moi, en étant avec toi, de enfin pouvoir parler de Hagler comme je le désire depuis longtemps, c'est-à-dire que dépasser, et ça va être difficile, dépasser le culte du boxeur de Hagler, ce culte du bonhomme, du mec, du boxeur jusqu'au boutiste et brutal, parce que les 3 derniers combats en carrière d'Hagler ont créé un véritable culte, qui est magnifique d'ailleurs, dont on fait tous partie. Mais on pense toujours à Hagler par la fin de sa carrière finalement. Et ça serait bien aujourd'hui d'avoir l'occasion de penser à Hagler par le début, tout simplement, et de refaire sa carrière ensemble. Alors j'espère que tu es d'accord avec moi. Et dis-moi, pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, ben, le culte Hagler pour toi, en tant qu'écrivain, quelles sont tes évocations? Euh, Hagler, comme tu l'as dit, c'est pour le grand public, c'est des combats de légende qui sont intervenus à la fin de sa carrière. Hagler, c'est une gueule. C'est un type qui avait un physique et une gueule d'indestructible, de méchant. On a vendu au public un personnage redoutable, un personnage qu'on aimait détester en quelque sorte. C'était un tyran sur sa catégorie, c'était le méchant dans le film. La vérité, c'est que c'est une histoire beaucoup plus complexe, et tu l'as rappelé. Et j'ai perso fait eu un itinéraire particulier par rapport à Hagler, parce que j'ai commencé tout gamin, j'ai vu au début de Canal son combat contre Ernst, j'étais complètement sidéré. Quand il a boxé Léonard, j'ai été pris dans le storytelling de l'époque où la terre entière était pour Sugar Ray Leonard, l'histoire était rodée, le On en résultat reparlera. était presque dans la tête de tout le monde avant que le combat ait lieu. Et j'ai vraiment découvert Hagler quand je me suis intéressé à la boxe pour le coup, c'est-à-dire quand j'étais plus un gamin et quand je suis allé chercher dans les archives et quand j'ai regardé son histoire sportive et personnelle pour découvrir un personnage complètement différent. Et qui a fait que ben voilà, je suis parti du gamin qui était ravi de la victoire de Ray Leonard et je suis arrivé aujourd'hui à ce que je suis, c'est-à-dire ben voilà, un fan de boxe dont le boxeur préféré c'est Marvin Hagler. Voilà, tout simplement. Tout simplement, ça en dit beaucoup. Tu vois, le boxeur préféré d'Antoine 130 livres, Marvin Hagler, ça dit beaucoup, beaucoup. Et donc, voilà, bah, de toute façon, moi, je suis un peu, comment dire, dans le, euh, le même mode de fonctionnement que toi. J'ai à peu près la même histoire que toi par rapport à Marvin, donc je me retrouve dans ce que tu dis, évidemment. Et aussi, Marvin Hagler, parce qu'on parle, finalement, il fait partie des 4 fantastiques, mais ce qui est merveilleux, notamment avec ces 4 fantastiques, c'est que il y a à creuser. Il y a à creuser, c'est-à-dire que euh, on est face à des icebergs. Et la plupart du temps, dans nos discours collectifs, on ne parle que de la face immergée de l'iceberg, c'est-à-dire notamment cette fin de carrière, mais il y a tout à voir et à apprendre. Et donc, Hagler, c'est ce jeune homme du Massachusetts, dur au mal, qui commence la boxe, qui rentre un plein pied dans la boxe à la fin des années 60. Voilà, sa carrière professionnelle va commencer, si je ne me trompe pas, en 73, et ça va être aussi une histoire, c'est une association qui perdurera toute la carrière. On est maintenant on est dans des époques où les boxeurs changent souvent d'entraîneur, ça ne sera pas du tout le cas là. Hagler est je pourrais dire presque le prototype, si l'on peut dire, mais est la statue que va ériger
deux artistes, si je puis dire, c'est des frères. Et on va parler un petit peu de ça, parce que Hagler, c'est le travail aussi des frères Petronelli. Voilà, donc d'origine italienne, aussi eux basés dans le Massachusetts. Et ça sera ces hommes de coin jusqu'à la fin de sa carrière, en tout temps. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, Antoine, sur les frères Petronelli? Alors les frères Petronelli, à la base, c'est des gars qui travaillent dans le BTP et qui veulent monter un boxing gym. Ils connaissent Rocky Marciano, ils habitent Brockton, qui est la ville de Rocky Marciano, et ils veulent rentrer en affaires avec lui. Et le hasard veut, c'est un hasard assez formidable, qu'en 1969, il se passe deux trucs. Marciano décède, et Marvin Hagler arrive à Brockton et veut commencer la boxe. Il est né dans le New Jersey, ça a été un gamin qui a eu une enfance très compliquée, famille monoparentale, une ville où il s'est passé des émeutes dans les années 60. Donc vraiment, le môme arrive, il est déjà endurci, et il veut boxer, il veut apprendre. Et les deux frères le prennent vite sous leur aile. C'est pas un type qui accorde déjà sa confiance facilement, mais il s'établit très tôt entre eux un contrat de bienveillance. Les frères Petronelli le font bosser quand il a besoin de fric parce qu'il est toujours fauché dans leur boîte de BTP. Lui, il est extrêmement assidu. Il apprend la boxe à leur contact. Il est respectueux, discipliné, et se passe un contrat de confiance entre eux qui va durer jusqu'à la fin de sa carrière. Comme tu l'as rappelé, il n'y aura jamais un contrat écrit entre Marvin Hagler et les frères Petronelli. Tout se fera à la confiance, tous les engagements seront honorés. On est sur du business d'honneur à l'ancienne. Voilà, exactement, tout à fait. Et ça aussi, ça dit beaucoup des hommes, comme tu dis. Et ça dit aussi beaucoup de Marvin, qui, comme tu le dis, va apprendre la boxe. Parce que ça sera un de mes sujets aussi, c'est que il va apprendre la boxe et on oublie trop souvent, et j'aurai l'occasion pendant l'émission de reparler du Hagler boxeur dont on ne parle pas assez. Alors donc finalement pour le public américain, là où surtout pour les spécialistes, les journalistes boxe et sportifs américains, l'année, on va dire la grande année charnière où Hagler là vraiment s'impose à leurs yeux, c'est 1980. On y reviendra tout à l'heure. Mais là, on est en 73, il commence sa carrière. Et il va commencer sa carrière, ça va être une carrière à la fois régionale, mais qui, lui, encore une fois, c'est comment dire le hasard du timing de l'histoire de sportive de son époque, c'est que il va construire une carrière dans une période extrêmement dure, pugilistiquement parlant, où on est chez les bonhommes, il y a que des bonhommes. Tu vois, là tu peux pas faire. Alors, il boxe énormément au Massachusetts, aux alentours de Boston, même au Boston Garden, même dans ses premiers combats, mais son ascension, et ça boxe beaucoup, hein. N'oubliez pas que Marvin Hagler, les années à 5 combats, voire 6 combats, c'est légion courante, hein, vraiment. Mais ça va se faire en parallèle d'une grande adversité, un grand duel entre deux villes, Boston, Massachusetts et Philadelphie. Philadelphie, à la grande époque de Philadelphie, le Philadelphie de boxe qu'on fantasme tous, que Stallone nous a tous fait fantasmer. On est en plein dedans. On est dans cette génération Philadelphie. En boxe, ça veut dire quelque chose. Tous les tueurs à gages viennent de Philadelphie. Et donc, Hagler, connaissez le bonhomme, ben il va prendre toute cette génération de Philadelphie, je dirais presque les uns après les autres, mais généralement, il va aller à Philadelphie. C'est-à-dire que Hagler va devenir aussi une figure du spectrum de Philadelphie, avec des combats, et je vais le mettre tout de suite, regardez ces affiches, voilà, Hagler contre Willie Monroe. Alors, à Philadelphie, là aussi, c'est parce que c'est ça qui est mythique avec Hagler, c'est qu'on ne connaît pas vraiment ses défaites. On les connaît très très peu. Et Hagler l'année 76-77, c'est une année où il va prendre une première défaite qui est discutable contre Bobby Watts, et va enchaîner avec une victoire, et après va avoir un duel avec Willie Monroe. Alors, vous avez eu l'occasion sur la page, je vous ai fait l'interview de Willie Monroe Jr.,
Willie Monroe que vous voyez sur l'affiche était l'oncle de Willie Monroe Jr. Et dans la vidéo, dans l'interview de Willie Monroe Jr., je fais parler de son oncle à Willie Monroe Jr. Il nous fait parler parce que c'est lui qui lui aura appris la boxe, et donc il y a un lien, il y a une filiation. Mais Willie Monroe Jr. sera le premier, c'est-à-dire que on considère tous que Willie Monroe est celui qui a donné la vraie première défaite à Hagler, une défaite où il n'y a pas à, à discuter. Même les frères Petronelli accepteront, diront que oui, Willie Monroe Jr. sur le premier combat a battu Marvin Hagler. Il n'existe pas, à ma connaissance, il n'existe pas d'image de cette défaite. Mais bon, même si les frères disent ça, c'est que voilà. Et donc, la trilogie que va connaître Marvin Hagler, parce qu'il aura une petite trilogie dans sa carrière, ça sera contre Willie Monroe Jr. Il va enchaîner tout de suite le deuxième combat où là, Hagler se venge, Antoine, mais il se venge parce que il a beaucoup de mal. Au début du round, Willie fait peser sa distance, il est massif, t'as souvent l'impression que Hagler fait face à un mi-lourd presque, tu sais, et Willie Monroe Jr. fait peser sa distance, Hagler essaye de bien boxer, mais n'arrive jamais à casser, et le moment où il arrive à casser, c'est le Hagler qu'on connaît, qu'on fantasme tous. Il connecte, mais il connecte pour tuer tout de suite parce qu'il sait que sinon ça va être trop compliqué. Et donc, au premier enchaînement, boum, un énorme KO, il venge sa défaite, contre Willie Monroe Jr. Il y aura un troisième combat où là, encore une fois, Hagler dominera. Donc de cette trilogie contre Willie Monroe Jr. et ces années Philadelphie, qu'est-ce que tu peux en dire? On aura encore d'autres noms à sortir, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire, Antoine? Excuse-moi d'avoir... Alors, tu l'as bien dit, hein, à la base, Hagler, c'est un champion régional. Il a commencé à boxer en pro parce qu'il fallait qu'il gagne de l'argent. Ça a été une première frustration dans sa carrière parce qu'il n'a pas pu faire les JO alors que c'était un amateur qui était plutôt estimé. Il boxe, il court le cacheton pour gagner du fric. Donc tu l'as dit, il boxe beaucoup. Il boxe à Brockton, il boxe à Boston, mais les vrais combats, les vraies affiches et les vraies bourses, elles sont à Philadelphie. Et quand il arrive à Philadelphie, il n'est pas encore complètement raffiné. Parce que c'est un boxeur qui sait tout faire sur un ring. Il faut pas le limiter à un bagarreur, et ça tu l'as bien rappelé, mais il doit se frotter à l'élite. Et c'est encore un boxeur, finalement, quand il arrive là-bas, quand il arrive à Philly, c'est encore un boxeur un peu vert, entre guillemets, parce qu'il a pété beaucoup de gueule, mais il est pas au top. Et il découvre, alors on s'en rend compte quand on voit le combat contre Watts, et quand on voit aussi Hagler à côté de Willie Monroe, on le voit sur l'affiche, Hagler n'est pas un très grand poids moyen physiquement. Il a une très belle envergure, il est long de bras, mais il n'est pas mastoc. C'est pas un mec qui doit se battre pour faire le poids. Hein. C'est pas un faux mi-lourd qui doit se priver. Non, c'est un type qui a une hygiène de vie formidable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fera toute sa carrière en poids moyen, sans problème. C'est un type, voilà, c'est un type qui prend pas, qui s'encroute pas entre les combats. C'est un magnifique athlète, mais il est pas très grand pour un poids moyen. Et contre Boogaloo Watts, puis contre Willie Monroe, alors on a les images contre Watts, on les a pas contre Monroe pour le premier combat, mais voilà, il a un peu de mal à gérer ces types qui savent quoi faire de leur allonge, qui savent embrouiller, qui sont des boxeurs de Philly, donc qui sont pros au dernier degré, qui connaissent absolument toutes les ficelles du métier. Il a un peu de mal contre eux. Et effectivement, il s'est construit, c'est une phase qui est charnière chez lui, il se construit contre Philadelphie. Il commence avec 2 défaites, une discutable, une qui ne l'est pas d'après les comptes rendus, et il va devoir apprendre le métier, il va devoir devenir autre chose qu'un champion régional, et le mec a la force de caractère qu'il faut. Alors il a déjà été un peu échaudé, il a un match nul qui date de son début de carrière, un jour qu'il boxe à Seattle contre Sugar Ray Seals, qui était quand même un ancien champion olympique, et il gagne à Philadelphie une forme de méfiance vis-à-vis des juges, parce que son premier combat contre Watts, il estime qu'il l'a gagné, parce que contre Seals, il a fait match nul et que c'était pas à domicile. Donc il découvre aussi que c'est plus compliqué quand on boxe pas chez lui de sécuriser la décision des juges. Et ça veut dire aussi, et ce sera vrai pendant le reste de sa carrière, que on pouvait causer des problèmes à Hagler une première fois, mais qu'en revanche, dès qu'il reboxait son gars, en général, il le tuait. Non. Tout à fait. Tout à fait. Ça, on parlera justement dans les revanches peut-être avortées, parce que ça, c'était une constante chez Hagler, tout à fait. Et alors, pour continuer
sur ces années Philadelphie. Alors je vais enlever, parce que je fais aussi le montage en même temps que je vous parle, les pirates, je vais enlever ces belles affiches de Philadelphie. On revient sur le portrait de Marvin. Comme tu dis, je pense que son dernier grand voyage au Spectrum de Philadelphie, ça a son importance, où on a un Hagler beaucoup plus aguerri, qui comment on le sent comme un bon vin en train de maturer comme il faut. Se passe je l'ai noté parce que c'était 78, où là, et ça va être une décision unanime, à Philadelphie, je vous rappelle, contre un nom, je veux dire un nom, d'ailleurs Michel de Netbox adora sera d'accord avec nous, contre Benny Briscoe. Et là, contre Benny Briscoe, n'oubliez pas quand même, c'était le bonhomme aussi de Philadelphie, à qui peut-être qui aurait mérité la victoire contre Monzon, même plus que ça, beaucoup considèrent qu'il s'est fait voler contre Monzon. Ça vous donne un peu l'ampleur de Benny, voilà. Et là il y a une passation, moi je trouve, parce que Hagler en fait partie de cette génération, et là il y a une passation de pouvoir. Hagler prend le pouvoir sur cette génération que j'appelle génération Philadelphie, où il gagne sans une décision unanime contre Benny Briscoe, son dernier grand combat à Philadelphie, et je trouve que symboliquement c'est extrêmement fort, fort, et là je crois que ça marque aussi les esprits du quota box de cette époque-là. Et donc 78 est une bonne année pour le Marvelous, et va rentrer en jeu l'année 79, qui est une année assez dingue, parce que ça boxe 5 fois. Et ça, c'est courant chez Marvin, ça boxe 5 fois pour aller vers le titre. Donc ça boxe pas des baraques à frites, vous comprenez? Et donc ça boxe, et notamment dans cette année 79, anecdote, peut-être que des gens nous écoutent, et peut-être que dans le sud de la France, et peut-être que certains, un peu plus âgés que nous, ont vu Marvin Hagler en principauté de Monaco. En 79, il a boxé une fois à Monaco. Bref, anecdote. C'était en juin 79. Et donc, à la suite de ce combat, va avoir lieu sa première chance mondiale chez les moyens, titre unifié. On est chez le grand titre. On est à Las Vegas contre un Italien, si je me trompe pas. Tu me dis si je me trompe, Antoine, contre Vito Antuofermo. Et alors là, ce combat, moi, c'est une pépite, mais je comprends pas qu'elle soit méconnue. Mais c'est un combat dingue, c'est du 15 rounds. C'est un combat dingue. Et là, justement, comme tu dis, Hagler était en train de maturer, mais n'avait pas fini sa mutation totalement. Pourquoi? Parce que le combat est déclaré un draw, et à mes yeux, je trouve que c'est pas un scandale, parce que Vito a du répondant, parce que c'est à toi, à moi, par séquence. Vito a sa séquence, Marvin a sa séquence, c'est incroyable. Alors bon, la gueule de l'italien, c'est une pizza à la fin du combat, mais il a répondu présent, et le titre passe sous le nez de Marvin Hagler. Ce combat-là, je pense que, vas-y Antoine, c'est un combat que tout le monde doit connaître et se repencher dessus. C'est un très bon combat. C'est un combat qu'Hagler a eu du mal à obtenir. À l'époque, la boxe était, et ça n'a pas changé rapidement, mais la boxe était vraiment tenue par les poulains d'Arum et de King. Hagler était pas trop dans le business. Il était pas, lui considérait que c'était en tordant des mecs qui gagnait ses légitimités, mais il voulait pas plier le genou devant les grands promoteurs de l'époque. Et il a dû carrément attaquer Arum en justice à un moment donné pour avoir une chance mondiale, parce qu'on lui refusait en trouvant des prétextes assez bidons. Alors, quand il boxe Antuofermo, ce qui est assez marrant, alors on voit sur la photo, Antuofermo est pas non plus un très gros poids moyen physiquement, c'est plutôt un petit mec, il saigne hyper facilement. C'est un bagarreur, il est même pas un très gros punch, mais c'est un bagarreur. C'est un type qui a une batterie, une générosité, c'est un type qui revient, qui en demande tout, constamment. Et effectivement. Qui aime la mi-distance, ce qui va gêner Hagler, qui va surprendre Hagler, qu'il ne surprendra pas plus tard, mais là, sur ce coup, il va être surpris. Ouais. C'est clair. Et puis, il a une belle endurance.
Il a une belle endurance et c'est vrai que sur la deuxième partie du combat, il gagne des rounds, quoi. Enfin, effectivement, il fait le job. Je pense qu'en scorant le combat, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Je le donnerai peut-être à Hagler, mais la décision est pas si scandaleuse. Non. Hagler le prend très mal parce qu'il a cette espèce de complexe, parce que c'est une tête de cochon et parce qu'il a tendance à croire qu'on lui fait à l'envers constamment. Mais objectivement, bon, c'est d'abord et avant tout un très bon combat, comme tu le rappelles. Et puis c'est un combat où quand on regarde le combat de Briscoe puis le combat d'Antuofermo, on voit deux aspects très différents d'Hagler. Parce que contre Antuofermo, c'est le baston. Contre Briscoe, Hagler, en fait, qui est plutôt plus petit physiquement, moins massif, et qui a tout à perdre à rester devant, mais il boxe en reculant, il boxe en boxeur, il boxe en faisant étalage de sa technique, et il montre une de ses petites faiblesses qui était qu'il se fait couper, ce qui était un de ses rares défauts physiques. On voit à quel point le boxeur était complet. Il savait à peu près tout faire, et contre Briscoe, il défend en dansant, alors que contre Antuofermo, il va à la guerre. Voilà. Tout à fait. Alors, contre Vito, ce combat a lieu en fin 79. Je crois que c'est fin novembre 79. Alors, pour des questions de tirage, ce combat-là sera considéré pour les almanachs de l'époque, sera considéré comme un grand combat de 1980. Ça a son importance, pourquoi? Et là, ça c'est aussi une de mes grandes théories, mais assez partagée par d'autres Américains. C'est voilà. Je vous mets cette cover pour Hagler à partir de ce moment-là, à partir notamment du combat contre Briscoe, vraiment. Mais d'autant plus avec le combat contre l'Italien Vito et les combats qui suivront après. Hagler va être, je dirais peut-être pas le chouchou, mais Hagler va devenir le boxeur, l'image du boxeur dans une institution, mais on ne comprend pas aujourd'hui le poids de cette institution, qui est Sport Illustrated. Alors moi, vous savez que je suis un peu dingue, je fais les antiquaires. J'ai trouvé un antiquaire avec qui j'ai bien accroché ici, et ça, je l'ai acheté. Il est juste derrière dans le décor. Ça, c'est l'almanach de Sport Illustrated de 1980. Et donc en 1980, comme vous voyez, le boxeur pour Sport Illustrated, c'est Marvin Hagler. Il y a un grand sujet d'ailleurs sur Marvin Hagler. Et au fil du temps, Sport Illustrated, pour vous compreniez, je crois que l'équipe magazine s'est basée sur Sport Illustrated à l'époque, et aux États-Unis, enfin en Amérique, voilà, chaque monsieur se devait d'être abonné à Sport Illustrated. Tu vois ce que je veux dire? Et donc Marvin Hagler va commencer à devenir l'un des boxeurs qui va faire le plus de couverture de Sport Illustrated, qui va avoir le plus d'articles de Sport Illustrated, qui est une institution. Donc ça joue beaucoup, ça, on n'en a pas conscience, mais c'est le boxeur. Pourquoi c'est le boxeur des années 80 aussi? C'est parce que à ce moment-là, ce magazine est ultra important et que Marvin Hagler y est défendu souvent. On reviendra dans l'émission sur. Je vais vous montrer plusieurs covers que malheureusement je n'ai pas, mais que je finirai par avoir. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc c'était simplement pour vous faire passer ça. Mais c'est très important pour le culte qui en sortira. Donc voilà mes pirates. Bah d'ailleurs, vous voyez, hein, le portrait que j'ai choisi, ça vient d'où? Ça vient de Sport Illustrated, tout simplement. Et donc, après cette déconvenue du match nul, Marvin Hagler Antuofermo va lui perdre, si je me souviens bien, va lui perdre son titre, et de son côté, Hagler va enchaîner les combats pour avoir en septembre 80, donc c'est 9 mois plus tard, mais il a eu le temps de faire 3 combats, dont une revanche contre Bobby Watts. Ça boxait à l'époque, hein, ça boxait. Et donc va arriver un combat, là je vais laisser Antoine nous en parler parce que c'est un combat important, et Hagler a enfin son titre, et pour avoir son titre, il est obligé d'aller à l'étranger. C'est ce combat-là contre Alan Minter, qui vient de décéder il y a peu de temps, si je me souviens. Ouais. Voilà, alors Alan Minter, Hagler gagne enfin le titre des moyens. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Antoine?
Alors, deux choses. La première, c'est que c'est un combat dont on se souvient parce que pour ce qui s'est passé autour. Oui. C'est-à-dire que il y a eu les deux boxeurs se sont chauffés avant le combat. Il y a eu des déclarations qui ont été plus ou moins bien interprétées. Il y avait un climat racial assez lourd autour de ce combat-là. Et il y avait parmi les supporters de Minter qui étaient présents pendant la soirée de boxe des types d'un parti extrême de l'époque, peu importe. Et donc, il y a une atmosphère relativement pesante. Hagler, lui, se débotte pas, il s'écrase pas, etc. Donc, il entretient un peu le truc, il est fier, bon, par définition, hein, on parle de Marvin Hagler. Et donc, le combat a lieu dans une ambiance assez pesante. Et il est relativement rapide. Hein. Je crois que l'arbitre arrête les frais à la 3e reprise parce que Minter est coupé et qu'il a déjà mangé gras. Et donc, il se passe finalement, alors qu'Hagler, lui, est heureux comme un gamin parce qu'il a enfin son titre de champion du monde. La foule est furieuse, balance des bouteilles sur le ring et oblige finalement le nouveau champion à partir comme un voleur. Et ça, c'est une frustration de plus dans la vie d'Hagler. Ce qu'on a un peu tendance à oublier justement, c'est que au-delà de cette ambiance qui était vraiment mauvaise, eh bien Hagler fait étalage de toutes ses qualités. Il est très fort parce que Minter est un bon boxeur. Il a battu Anto Fermo, c'est un puncher gaucher qui vraiment est un boxeur de qualité. Et Hagler le surclasse en 3 rounds. Et c'est une victoire qu'on a un peu tendance à oublier dans le palmarès d'Hagler parce qu'on y associe des événements extrasportifs. Voilà. N'oubliez pas que c'est une bonne victoire. Tout à fait. C'est une bonne victoire et là, c'est une bonne victoire où Hagler a fini a fini de décanter, si je puis dire. On a le Hagler implacable qui arrive en place, mais implacable, c'est pas Tyson Hagler. C'est complètement différent. Ça reste avant tout un boxeur qui peut aller dans une brutalité. C'est toujours ça. Et donc, ça va enchaîner. Mais ça va enchaîner des combats, mais on oublie souvent parce que, en fait, entre sa prise de titre et puis les combats avec les 3 autres fantastiques, pour la plupart des fans, c'est comme s'il y avait un trou d'air, comme si on savait pas trop. Alors que quelle carrière, parce qu'il va enchaîner alors on va enlever le Alan Minter poster et par exemple sa première défense de titre sera contre Obel. On va mettre ici. Voilà, ça c'est sa première défense de titre contre Obel. Il se faisait appeler Obel, mais c'était Obel Meja, son nom. Et n'oubliez pas que souvent, il va prendre des mecs qui perdront contre Hagler, mais qui auront leur revanche. Et Hagler gagnera la revanche, comme tu le disais, c'est assez important. Obel fera 2 combats contre Hagler et se fera défoncer 2 fois comme il faut. Mais Hagler est très très boxeur. Regardez ses combats, Hagler est très très boxeur. Alors voilà, il y a Obel Meja. Je sais pas si toi tu voulais parler d'un autre combat de cette période 1981, quelle belle année, 1982. Est-ce qu'il y a d'autres combats dont tu veux parler, Antoine? Parce que moi il y en a un autre dont je veux vous parler. Alors, les combats sont intéressants parce que on voit Hagler devenir un tyran. On voit qu'en effet, il est capable de boxer les gars et de les finir de manière plus brutale. On voit aussi à l'époque à quel point, tout en ayant l'air de boxer, même quand il se déplace, il est léger sur ses pieds, il donne son jab. On découvre une particularité d'Hagler quand on l'observe bien, c'est que c'était un petit peu comme un André Ward. C'est un type qui boxait en gaucher, mais qui pouvait tout à fait boxer en droitier et qui avait la main droite aussi forte que la main gauche, voire plus forte. En fait, je crois qu'Hagler écrit de la main droite. Il boxait en gaucher, un peu comme Rafa Nadal en tennis, parce que c'était aussi une façon d'emmerder le monde. C'était une façon d'utiliser un avantage. Et donc, en fait, son jab fait très mal. Donc, il donne l'impression de boxer à la touche. Et les mecs faiblissent en fait en face parce qu'il les cogne. Donc ça c'est vraiment, il est capable en plein combat de switcher de garde orthodoxe à garde de gaucher. Son problème, on le verra tout à l'heure, c'est que de temps en temps il s'en mêlait un peu les crayons.
tactiquement quand l'adversité, quand le niveau de l'adversité pouvait monter, mais voilà. Peu importe. Non, ce qu'il faut, ce qu'il faut regarder, à mon avis, de cette époque-là, quand on veut voir un combat très dur, même si c'était très one-sided, son premier combat contre Mustafa Amcho, qui était un phénomène physique, qui était un mec vraiment une brute de la jungle, un type vraiment un méchant, quoi. Enfin, bon, c'est exactement. Écoute, mon cher Antoine. Amcho, ça c'est, je vais te laisser la main sur celui-là. C'est pas de la poésie, mais c'est tout à fait intéressant. Mon cher Antoine, on est vraiment connectés. Vous savez, nous, on ne se dit rien. Comment dire, on démarre les vidéos comme ça, et c'est exactement le combat dans lequel je voulais m'attarder pour mes pirates contre Mustafa Amcho, qui était un boxeur originaire de Syrie à l'époque, et comme tu dis, un dur au mal. Mais pourquoi ce combat, à mes yeux, est extrêmement important, et que mes pirates, vous devez le connaître, parce que pour moi, c'est le combat référence pour connaître le Hagler. Le Hagler dans sa boxe, dans la plénitude, dans l'éventail de sa boxe, et aussi dans ses habitudes. Parce que Hagler va être boxeur. Hagler va être boxeur, ça va beaucoup bouger, ça va être boxeur contre Amso, et ça va partir lentement, parce que Hagler aussi avait besoin de quelques rounds pour être bien dans sa boxe. Voilà, pour être bien. Et ça, c'est important. N'oubliez pas, je vais en reparler plus tard, mais c'est important. Hagler commençait, je vais pas dire tranquillement, mais Hagler avait besoin d'instaurer pendant quelques rounds sa boxe. Et là, vous avez le Hagler, et je le redis, vous avez le Hagler boxeur. Mais vous avez le Hagler boxeur, mais comme le dit Antoine, qui, avec le jab, marque, fatigue. Et quand il faut, et je crois que c'est le 11e round, je parle de mémoire, peut-être je me trompe, voilà, au 11e round, Amso n'est plus exactement le même. Et là, Hagler devient le coyote, devient le meurtrier. Parce que là, on n'est plus en distance, on n'est plus en boxeur, là on est en mi-distance, et là, les crochets passent. Et là, ça passe, et là, ça fait mal, et là, il finit le mec. Pour moi, c'est un combat référence. C'est un combat référence, si vous voulez véritablement comprendre le style Hagler. Amso a un short vert à bande blanche, si vous voulez le retrouver. Il est facilement retrouvable. Voilà. Combat référence de Marvin Hagler qui vous explique, qui vous fait comprendre énormément de choses, comme tu le dis, et un Hagler dans la plénitude de sa boxe, qui peut passer sa boxe, parce que, et comme tu le dis, c'était des mecs courageux, c'était des teigneux pendant 2 ans de suite qu'il a affronté les uns après les autres, et même affronté plusieurs fois de suite, mais qui, peut-être en termes de skills, n'était pas au niveau des skills qu'il va affronter un peu plus tard. Donc voilà. Donc là, on a cette période de défense de titre, Hagler continue à s'imposer, le poids moyen est là, et devient, même je te dirais qu'il devient déjà une référence chez les poids moyens, voire presque légendaire, quand arrivent maintenant les Big Money Fights. On est en 1983. Ce que je vous disais sur Sport Illustrated a son importance, je vous le montre tout de suite. Parce que ce combat-là est un combat ultra important en 83. En 83, t'as Larry Holmes contre Cooney. Si je me trompe pas, non, c'est 82 ou 83 C'est 83. Bonne question. Ouais, sûrement 83. Je crois que c'est 83. J'ai un tout maintenant, mais je crois que 83, c'est Holmes Cooney et c'est Marvin contre Roberto. Et regardez Sport Illustrated, déjà ne s'y trompe pas, mais voilà. Imaginez le magazine sportif. Voilà. Et c'est ça en couverture. Ça vous dit beaucoup. Et puis, l'affiche, de toute façon, c'est une tuerie, mais cette affiche-là, si je la trouve un jour, elle va être en 4x4 à la maison, t'inquiète pas. Cette affiche-là, elle est magnifique. On est au Caesars Palace. Et enfin, Marvin Hagler, rentre dans le monde des Big Money Fights de son époque, voilà, parce que le connaissant, comme tu dis, un petit peu le ronchon qu'on connaît, il se sentait exclu. Là, ça commence à venir avec Roberto Duran dans un combat ultra attendu, mais qui va surprendre tout le monde dans le sens que ça va être un peu une déception parce que ça va être un combat ultra tactique. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Dis-nous.
Ben, c'est peut-être la première illustration des limites que pouvait avoir Hagler. On l'a dit, c'est un boxeur qui physiquement était très fort, qui avait une palette tactique extrêmement large, qui était capable de boxer de plusieurs façons. En revanche, de temps à autre, il lui est arrivé de se tromper tactiquement, pardon. Contre Duran, on est dans cette configuration-là. Que se passe-t-il? Pour une fois, il a un avantage d'allonge assez significatif. Il est plus grand que Duran, mais il est très perturbé par le jab. Roberto Duran était un combattant qu'on avait l'habitude de voir fondre sur ses adversaires, leur coller une pression d'enfer, boxer à mi-distance ou dans le clinch. On avait l'habitude de ça. Et en fait, Duran, qui malgré tout savait très bien comment boxer et qui voulait pas du tout se retrouver avec constamment Hagler sur le dos front contre front, eh bien le time, c'est-à-dire que il donne son jab en cadence, dans une cadence parfaite. Et il arrive à couper l'effort, les enchaînements de façon systématique. Il trouve le bon timing et Hagler bug. Et il passe des rounds à pas savoir résoudre l'équation parce qu'à chaque fois qu'il arrive à la distance qu'il lui faudrait, eh bien c'est Duran qui envoie le jab le premier et qui dérègle les enchaînements d'Hagler. Et ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Ça montre la valeur de Duran parce que Duran, ne l'oublions pas, quand même, qu'il a des poids légers. Et il arrive à mettre en échec Hagler, un type qui quand même physiquement est d'un certain calibre, et il le tient en respect grâce à ce fameux jab. Et il faudra finalement que les Petronelli lui mettent un coup de pied au cul dans son coin à l'approche à l'annonce de l'avant-dernier round, alors qu'il est encore derrière sur les cartes, pour qu'il fasse le job et pour qu'il finisse par submerger physiquement Duran. Mais tactiquement, on voit ce que peuvent être ses failles. C'est-à-dire que parfois, il peut se tromper de combat. Il peut choisir le mauvais combat, il peut ne pas arriver à résoudre un problème. Tout à fait. Et malheureusement, ça arrivera aussi un peu plus tard, enfin dans quelques années plus tard. On est d'accord sur exactement ce que tu viens de dire. Voilà. Et puis pour rajouter sur cette, finalement, qui est une grande soirée. Pourquoi aussi? Parce qu'à mes yeux, alors là, on va faire un peu nos Foucaldiens, si je puis dire, nos Michel Foucault. On va penser en termes d'époque. Qu'est-ce qu'une époque? Et j'ai l'impression que c'est le genre de combat, de soirée, même je devrais dire, qui est la limite d'une époque et le début d'une autre. Tu vois, on est encore c'est un des derniers 15 rounds qui va de l'histoire de la boxe. Enfin, il y en aura encore d'autres pendant quelques années, mais à ce niveau de médiatisation. Et puis c'est le Caesars Palace en extérieur qui commence, c'est encore les gants qui sont mis sur le ring, ça ne se fera plus. C'est un transfert d'époque qui se fait. Vous pouvez peut-être marquer cette date-là comme la fin d'une époque et le début d'une autre. Voilà. Puis en tout cas, pour le premier Big Money Fight, en fait, Hagler, je pense qu'il va rester un petit peu frustré du rendu du combat. Voilà. Alors à la suite de ça, il va encore boxer quelques fois dans des combats qui resteront, notamment contre l'Argentin Roldan, ou alors tu me diras ce que t'en penses, ou en début un peu à froid, Hagler se prend un knockdown. Alors pour toi c'est un knockdown ou pas? Dis-moi. Alors de mémoire, l'angle n'est pas terrible pour pouvoir apprécier vraiment si c'est un knockdown ou pas. Ce qui est sûr, on n'a pas encore insisté dessus, mais ce qui est certain en gros, c'est que Hagler a un des mentons les plus incroyables de l'histoire de la boxe. Et à plus forte raison chez les poids moyens. Moi, je pense qu'il avait un menton de poids lourd en fait dans un corps de moyens. Il faut vraiment aller chercher Jack LaMotta pour avoir une résistance équivalente dans cette catégorie-là en termes de menton. Hagler dira jusqu'au bout, ouais, j'ai glissé. Bon, alors est-ce que c'était une coquetterie, tu vois, de grands champions, ou est-ce qu'il a pris la droite courte, sous l'angle qu'il fallait pas, etc. Toujours est-il qu'ils se relèvent très vite, et après Roldan lui fait sa fête. Hein. Bon, mais effectivement, ce sera son seul knockdown encaissé en carrière. Faut quand même dire que en, 70 combats et souvent contre des types qui tapaient dur, ouais, c'est pas rien. Donc, moi, je serais Roldan, j'en serais quand même assez fier. Ouais, mais le knockdown, si je me souviens bien, il va même pas le dos contre le tapis. Hein. C'est genre. Il en a 4 pattes. Si genre, il a 4 pattes, il remonte tout de suite, laisse tomber, quoi.
Voilà, donc, et puis à la suite de ça, bah écoute, on disait, il y a beaucoup de revanches peu connues, mais il offre une revanche à Hamzo, le boxeur syrien, et là, bon, là, ça sera encore un chaos à la suite de ça. Et donc, arrive là, bon, un pan entier de l'histoire sur un seul combat qui va se faire. Je suis tellement heureux de partager ce moment-là avec toi, Antoine, parce qu'on va parler de The War. Hein, voilà, ça arrive. On est en 1985. Hop, arrive ce combat. Le Hitman monte de catégorie depuis peu hein, chez les moyens. Voilà. Et Marvin Hagler. Alors un combat où ces deux mecs avec un ego et un sens, un ego macho, mais surdimensionné. Hein, je veux dire surdimensionné. Donc t'imagines bien. C'est la première, en mémoire, pour moi, c'est la première interview, ou plutôt conférence de presse d'avant-combat qui m'a fait peur. Parce que les deux, tu sens, ça rigole pas. Tu vois, il y a le Ernst qui dit comme ça, en deux, tu vois. T'as Hagler qui dit, moi, c'est la guerre. Dans ma tête, c'est la guerre. Et le combat, de toute façon, vous connaissez tout ça, mais ce qu'on vous disait un peu plus tôt dans la vidéo, c'est que Hagler, les habitudes d'Hagler, c'est de commencer tranquillement, de poser sa boxe pendant quelques rounds. Et donc, finalement, quand ce premier round de légende arrive, ben c'est une sacrée grande surprise, et je pense une surprise pour Ernst, qui n'a pas cru que le Hagler allait démarrer aussi vite. Qu'en penses-tu ? Ben oui. Alors, pour ajouter un mot sur le contexte, alors c'est en 83 que Hagler bat très difficilement Duran. En 84, Duran boxe Ernst. Et là, il se passe une boucherie incroyable. C'est-à-dire que Duran ne sait pas où il est. Il se fait finir sur une droite épouvantable au deuxième round. Il est complètement surclassé. Et donc, même si en poids moyen, c'est Hagler qui a l'ancienneté, qui est chez lui, eh bien, Ernst, sur la foi de leurs performances respectives contre Duran, on sent très bien qu'il peut faire du dégât. Après, l'autre truc, c'est que Hagler a été dominé pendant très longtemps contre Duran en boxe pure. Et Ernst, c'est un boxeur qui a beaucoup d'allonge. Certes, c'est un grand puncher, mais c'est un boxeur qui a la boxe du Krong Jim, qui a beaucoup d'allonge et qui peut tout à fait mener au point. Il menait au point contre Leonard avant de se faire finir. C'est un boxeur qui a vraiment les compétences pugilistiques et l'avantage d'allonge qui est flagrant sur l'affiche pour arriver à tenir Hagler en respect. Donc effectivement, Hagler fait un choix tactique assez incroyable, parce que comme tu le dis, c'est un boxeur à carburation lente. Il se dit, mais je vais même pas risquer une défaite au point, je vais y aller franco, je vais parier sur un truc, c'est que mon menton est plus solide que sa droite. Pari gagné. Pari risqué, pari gagné. Et se cassera la main d'ailleurs Ernst pendant le combat. Bon, un combat que franchement, si vous regardez la vidéo, que vous connaissez certainement pas par cœur, voilà, mais véritablement cet esprit, ce qui est très fort, c'est que je crois qu'on a le paroxysme, et ça sera la référence éternelle de l'esprit sacrificiel. L'esprit de voilà, il y a pas de problème. Et donc, cette prise à froid de Ernst, qui va être surpris, sonné, surpris en même temps, et Hagler, et je pense que en sentant qu'il l'a surpris, ça va démultiplier la volonté d'Hagler. Je n'ai jamais vu dans ma vie la volonté d'un homme aussi bien représentée, la volonté totale d'un homme aussi bien représentée que cette soirée-là par Marvin Hagler, tu vois. Quand j'entends beaucoup de gens, la volonté d'un homme, ah oui, tais-toi, regarde Marvin Hagler en 85, tu vas comprendre ce que c'est que la volonté d'un homme. Tu vois, c'est extraordinaire, et pourtant, Ernst, comme tu le dis, étant un bon boxeur, et étant dans le dur, étant surpris, étant pris à froid, il arrive à passer des coups que peu peuvent passer. Parce que peu, et d'une puissance, mais c'est une guerre nucléaire. C'est une guerre nucléaire, c'est hallucinant. Et ça va quand même synchrone.
Bon, bref, c'est une référence absolue. Hagler. Il y a une droite, il y a une droite au premier round sur laquelle Hagler a un battement qui dure 1 ou 2 secondes. Et tu sens que c'est pas passé loin, quoi. Enfin, tu sens qu'il reboot. Tu sens que c'est l'impensable aurait pu arriver. C'est bref, hein, c'est très furtif. C'est vrai. Mais je sais pas si c'est la droite sur laquelle on se pète la main, mais c'est un moment très impressionnant. Très impressionnant. Et puis, je vous conseille quand même, n'ayez pas peur de l'anglais, mais je vous conseille quand même la magnifique série de HBO à l'époque qui avait fait les Legendary Night de la boxe. Et il y a justement sur cette soirée-là. Et Marvin Hagler le dit, hein, il était soulagé que Hearns ne se relève pas et ne reparte pas au combat au 5e round parce que il sentait qu'il allait tuer quelqu'un, qu'il allait tuer un homme et que ce n'est pas arrivé. Voilà. Et il le dit, et ça te fait encore froid dans le dos. C'est Marvin Hagler qui te dit ça, tu vois. Bref, incroyable. Et de là, puisque c'est dinguissime, mais ça va faire, comment dire, cette soirée-là est tellement importante qu'elle va, vous comprenez bien, qu'elle va un peu changer, distordre le culte autour de Marvin Hagler. Parce qu'en fait, le culte autour de Marvin Hagler arrive véritablement à ce moment-là. Le culte ça va être un culte sur le destructeur. Le destructeur. Mais n'oubliez jamais, Marvin Hagler était avant tout, avant d'être un destructeur, c'est vrai, était avant tout un boxeur. Marvin Hagler voulait se faire appeler Marvelous. Il voulait pas se faire appeler The Destroyer. N'oubliez pas ça. Voilà. Donc, le culte qu'on a sur Hagler commence, le culte moderne qu'on a sur Hagler commence là, et nous fait un peu perdre de vue un peu tout son début de carrière. Mais comme je vous le disais sur Sport Illustrated, pourquoi c'est aussi légendaire? Parce que 3 jours après le combat, ou non, 4 jours après le combat, je crois, Sport Illustrated sort son numéro. Et c'est ça. Voilà. C'est la semaine suivante du combat. Voilà. Et ça, c'est dans tout le pays, quoi. Dans tout le pays, dans toutes les maisons, il y a ça. Voilà. Donc, vous comprenez bien, en plus avec une photo comme ça, vous comprenez bien que Marvin Hagler devient l'image même de la virilité, quoi. Des années 80. Il n'y a rien à dire. Et encore Sport Illustrated, comme je vous le disais. Alors, Antoine, en sortant d'un tel combat, écoute, à la différence de ses premières années, Marvin Hagler va arrêter de boxer aussi souvent. Il n'y aura plus rien pour cette année 85. Et on va aller en 86, dans un combat en fait qui était un combat piège finalement, qui est un combat très très piège. On va en parler ensemble longuement, parce que c'est un combat ultra important, dans une soirée ultra importante. C'était le retour à la fois d'Hagler et à la fois de Hearns. Voilà. N'oubliez jamais. Et Hagler contre Mugabi, ça se passe sur Showtime. C'est un des premiers combats des grands combats de Showtime. Il y a tellement à dire que je te laisse commencer. Alors, effectivement, là, ça fait quand même, ça fait une dizaine de défenses victorieuses pour Hagler, qui se rapproche petit à petit du record qui à l'époque est détenu par Monzon, du nombre de défenses victorieuses en poids moyen. Hagler est un tyran. Il a accédé à la starification, comme tu l'as dit, après son combat contre Hearns. Il a enfin des pubs télé. Ça peut paraître tout bête, mais un de ses buts dans la vie à Hagler, c'était de faire des pubs pour des céréales ou pour des... Et il a enfin cette notoriété-là. Il fait un pub pour le déodorant, d'ailleurs, juste après. Voilà. Old Spice, si je te dis pas de conneries. C'est un champion qui est un peu embourgeoisé, entre guillemets, ça y est, il a pas rajeuni non plus. Et à ce moment-là, ça devient à la fois pour une jeune star comme Mugabi, mais aussi pour quelqu'un qui a été en tapis dans l'ombre et qui l'a fait tourner en bourrique pendant très longtemps et qui s'appelle Ray Leonard, mais ça devient un peu une cible. C'est-à-dire plus le temps passe et plus il a des choses à perdre, Hagler, parce que il a atteint ce statut et qu'il peut plus monter plus haut. Et effectivement, quand il affronte John Mugabi, qui vient des super welter mais qui est invaincu, qui est un énorme puncher, alors qu'Hagler, lui, qui aimait bien boxer beaucoup, ça fait 1 an qu'il n'a pas boxé. Olympien, d'ailleurs, médaille olympique. Oui. Et là, effectivement, alors, ça fait des années que Leonard joue un jeu de con avec Hagler, ça fait des années que les médias
laisse traîner l'hypothèse, est-ce que le combat serait possible, est-ce que Léonard oserait, est-ce que Léonard sortirait de sa retraite, etc. Et là, Léonard, il commente le combat contre... il est présent le soir du combat contre Mugabe. Alors, je sais pas s'il le commente, mais en tout cas, il est présent sur place ce soir-là. Il monte sa gueule. Dès qu'Hagler est là, Léonard est là, il lui colle au basque. Voilà. Tu sais qu'il passe la soirée, alors pour anecdote, il passe la soirée, Léonard, avec ses deux grands copains de l'époque. Tu connais ces deux grands copains de l'époque? J'ai dû lire l'histoire, mais... Michael J. Fox et Chevy Chase. Voilà, ils faisaient la fête tous les trois, et ils étaient donc là parce que ils étaient donc là, et vous les voyez d'ailleurs, ils applaudissent à la fin du combat, et ces deux-là, enfin, on va un peu trop vite dans l'histoire, excuse-moi Antoine, mais apparemment c'est à Michael J. Fox en premier que Léonard aurait dit mais je peux me le faire, je peux le prendre, voilà. Eh ben, c'est en tout cas, voilà, c'est le combat a encore plus de saveur quand on sait que à l'époque, ce dont tout le monde discute, et c'est pas pour rien s'ils partagent l'affiche, c'est une éventuelle revanche entre Hagler et Hearns, tellement le premier combat a été incroyable. Donc, on prépare les esprits à une revanche entre Hagler et Hearns, mais Ray Leonard est là, il montre sa gueule, et en effet, il est là pour regarder s'il n'y a pas une petite ouverture. Et Hagler contre Mugabe est un combat qui, c'est un de ces combats dont aucun des deux boxeurs ne sortira indemne. Au fond, ce combat-là aura pris aux deux. Le combat lui-même est un monument de brutalité. Mugabe sera pas c'est terrible. Enfin, c'est par moments aussi impressionnant qu'Hagler contre Hearns, et c'est plus long. Il y a un 6e round d'anthologie. On sent que Mugabe fait mal à Hagler, on sent que son punch pose problème. Il y a un round 6 qui est complètement dantesque, et Hagler reprend la main à partir de là dans ce combat. Mais objectivement, aussi bien Mugabe qui aura peut-être affronté Hagler un peu trop tôt, que Hagler qui aura probablement un peu perdu à l'issue de ce combat-là, aucun des deux n'en sortira indemne et ne sera le même à l'issue de ce combat. Si Mugabe avait été un peu plus protégé, je pense que ça aurait été un boxeur plus dominant les années suivantes. C'est une théorie, bon, on ne saura jamais si c'est vrai ou pas. Toujours est-il que, alors voilà, c'est pour les amateurs d'émotions fortes. C'est un combat extrêmement brutal, à l'issue duquel, en effet, Léonard se dit mais ce mec-là, avec la bonne tactique, il y a une possibilité, il y a de l'espace, j'ai ma place. Et n'oubliez pas aussi, mes pirates et Antoine, que Hagler aussi se complique la vie. Parce que revoyez le début de combat contre Mugabe, c'est Hagler qui veut absolument prouver envers et contre tout, alors que je pense que il se complique comme je le dis, il se complique la vie. Il commence en droitier, en orthodoxe. Il commence en orthodoxe pendant un moment avant de re-switcher Southpaw, où là, ça va beaucoup mieux. Et quand on re-switch Southpaw, la machine se met en route, avec un peu de retard, mais après le 6e, le momentum arrive, mais c'est un Hagler qui se complique la vie, parce que au-delà d'affronter Mugabe, il montait aussi sur le ring en se disant je veux prouver ça, peu importe l'adversaire en face de moi, je veux prouver ça, je veux faire mon point là, et on sent ça aussi, tu vois, on se dit bon là c'est une grave erreur. Donc comme tu le dis, ce combat-là, bon, là on voit un Hagler. Parce qu'on était resté sur la guerre contre Hearns, on voit un Hagler là en difficulté, et ce qui me fait halluciner d'ailleurs, c'est une petite aparté, mais ce genre de combat, ça serait d'autres boxeurs, ça serait le combat de leur vie, tu vois, ou ça serait peut-être le combat où ils sont à leur paroxysme de boxe. Mais quand on parle d'Hagler, on dit celui-là il était en difficulté. Pour te dire quand même, c'est quand même assez hallucinant. Hein. C'est clair. Et donc, écoute, comme tu le dis, Sugar Ray Leonard qui avait lui aussi les oreilles des médias, hein, le storytelling, Sugar Ray qui a vu quelque chose dans ce combat et qui lui peut prouver qu'il peut battre Hagler, ça démarre. Mais c'est comme, tu sais, c'est comme une traînée de poudre, ça démarre instantanément, quoi. Je veux dire, le truc prend tout de suite. Voilà, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais ça prend. On en parle partout bien avant 1987. Et donc, pris
un petit peu pris au jeu, si je puis dire, c'est pas le bon terme, mais avec son ego, et ben ça arrive. Voilà, ça arrive, c'est tout, ça arrive. Le Super Fight arrive. Avril 87, Caesar Palace, on est dans l'extérieur du Caesar Palace, attention, voilà, Chevy Chase est là aussi, Michael J. Fox aussi est là, et tout. J'ai un délire, entre nous, j'ai un délire Chevy Chase en ce moment, je me tape les films de Chevy Chase en famille, bref, peu importe. Donc, on en a tellement parlé, on a tellement évoqué, on a tellement théorisé, on a tous notre avis, on a tous... voilà, il nous faut nous en reparler une énième fois. Alors c'est pas simple, mais je te laisse en parler, Antoine. Ce fight 87. Vas-y. Alors, pour faire simple, donc déjà, le storytelling depuis le début de leur carrière, c'est que Leonard, c'est le boxeur sur lequel on a misé pour remplacer Ali. C'est un mec qui a un beau sourire, qui dit jamais un mot plus haut que l'autre, qui a une vie personnelle un peu compliquée, mais dont on parle pas trop, oui. Parce que c'est un mari violent, il a des problèmes de gnôle et de drogue pendant sa première retraite, mais tout ça est pas mal balayé sous le tapis, et au fond, c'est un genre idéal. Voilà. Pour dire les choses de manière assez abrupte, c'est un Afro-Américain qui fait pas peur, c'est un Afro-Américain populaire. Hagler, c'est un peu différent. Hagler, pour le public, c'est un type du ghetto, un mec à la dure, un mec pas souriant, un type qui a pas tous les codes. Voilà. Mais il a la street credibility. Tu vois, il a la street. Alors ça, pétard, il l'a. Mais Leonard gagne très vite son premier $1 million, alors qu'Hagler, qui est un champion qui a plus boxé de lui, il en est encore à faire des soirées à 40 000 balles. Donc effectivement, c'est pas la même. Hagler a plus de KO que Leonard a de combat. Ben oui, absolument. Ça, il en a démonté les mecs. Puis c'est le seul type avant de boxer Leonard, sa seule défense de titre où il n'est pas KO son adversaire, c'est Durham. Tous les autres, il les a allongés, donc c'est vraiment un type qui a une autorité, un champion qui a une autorité hallucinante. Mais donc, Leonard joue les choses de façon assez intelligente, parce qu'il fait réfléchir, il fait marner pendant très longtemps Hagler à dire j'y vais pas, il prend sa retraite, il joue pléthore de tours de cochon, il lui rentre dans la tête. Et au moment où il juge Hagler mûr, il a cette intelligence tactique qui consiste d'une part à se mettre dans la position du demandeur, c'est-à-dire qu'il dit à un média, voilà, je voudrais boxer Hagler, mais si Sylvie veut, etc., c'est lui le champion, bon. Et puis, il gagne le combat avant de rentrer sur le ring. Pourquoi ? Parce que Hagler est tellement content de gagner plus et d'être le champion cette fois-ci, qu'un peu comme un bonnet, il négocie rien. C'est une catastrophe. Donc, le combat se fera en 12 rounds, ce qui avantage Leonard. Les gants, c'est les gants que choisit Leonard. La taille du ring, c'est la taille du ring que choisit Leonard. Et là, tu te dis, mais putain, c'est bon. Quand tu as le sous-titre de l'histoire, tu vois à quel point Hagler a pu être naïf, aussi impitoyable qu'il était, aussi terrible qu'il était en termes d'image, d'aura, etc., ça restait un petit garçon qui était tout content d'avoir prouvé quelque chose, et puis au final s'est fait avoir par plus malin que lui. Et puis aussi le dire, même si j'ai une sympathie naturelle pour eux, mais les frères Petronelli, en termes justement de protection managériale, oui. Ils étaient aux fraises face à un Bob Arum. Ils étaient aux fraises. Absolument. Voilà. Et puis voilà, Leonard c'était Angelo Dundee, Leonard il était entouré par des vrais malins, par des gars qui avaient cette expérience-là. Et en effet, quand tu conjugues à la fois la guerre des nerfs, le fait que Leonard ait obtenu les conditions de combat idéales pour lui, et que d'autre part, même si ce qu'il a fait sur le ring ensuite était remarquable, on va pas se mentir, mais et qu'en plus Hagler soit retombé dans quelques travers et voulu se prouver des choses à la con, comme contre Mugabe, tu l'as rappelé, c'est-à-dire qu'il commence le combat en boxant en droitier, qu'il essaye de prouver des choses à la touche plutôt que de rentrer dans la gueule de son adversaire. Évidemment, quand tu sommes détail par détail, effectivement, tu arrives à une défaite qui est pas imméritée. Ça me coûte de dire ça, parce que tout le monde sait de quel bord je suis, mais il faut reconnaître aussi que Leonard est sorti de sa retraite 2 ans auparavant, qu'il a fait un combat pitoyable et que peu de gens croient, au fond, qu'il a vraiment en lui physiquement de quoi tenir contre Hagler. Il faut rendre cette justice à Leonard, qu'il arrive supérieurement préparé avec un game plan qui est excellent, c'est-à-dire en gros
j'impressionne les juges, je boxe pendant, je fais 2 minutes 30 à bicyclette, puis je place des séries pendant les 30 secondes qui vont bien pour impressionner les juges, etc. Enfin, il a tout réfléchi en amont. Hagler a considéré en gros qu'à partir du moment où il montait sur le ring, il aurait gagné. Et ça, c'est une erreur de bleu qui finit par payer. Et, mon cœur saigne, mais pour moi, la victoire de Léonard est légitime. Ouais, je suis exactement comme toi. Voilà, en plus de vouloir gagner contre Léonard, il voulait une fois de plus, je me répète, mais il voulait une fois de plus prouver des choses, pugilistiquement parlant, mais qui n'avaient pas lieu d'être à ce moment-là. C'était, voilà. Et donc, comment il perd, enfin, pour moi, il perd les 4 premiers rounds parce qu'il se prend la tête à être en orthodoxe, encore une fois, alors que c'est un southpaw qui se sent mieux. Moi, je m'en arrache les cheveux encore. Regarde, je me suis arraché les cheveux encore ici. Hier, là, ça m'a énervé et tout. Et c'est incompréhensible. Et puis, là où Hagler avait la sympathie de ce gros média, Sport Illustrated, comme je vous le dis, et c'est pour ça aussi que ça fait sa réputation, mais où malheureusement, il avait la sympathie, mais il ne manipulait pas les médias comme Léonard savait le faire. Et moi, ce que je vous dis, là, ma grande théorie, c'est que Léonard, d'une part, je pense que lui a été aussi surpris de voir que Hagler lui laissait des opportunités. Il était en train de s'en mêler les pinceaux. Donc, je veux dire, c'était tout bénef. Et je veux dire, il n'aurait pas pu demander mieux au Père Noël, d'une part, avant que Hagler se réajuste et que le combat devienne plus dur. Et puis, je trouve que c'est un point essentiel, un point d'ancrage, comme tu dis, parce que pour moi, c'est la date où le storytelling, créé par un Léonard très très malin, et par les médias, mais manipulé par Léonard, le storytelling rejoint ce qui se passe sur le ring. C'est-à-dire que Léonard, à mes yeux, boxe selon le storytelling qu'il avait. C'est-à-dire que c'est un voleur de rounds. Et que pour voler des rounds, il va le faire, et c'est pour ça qu'il travaille beaucoup la vitesse, il va faire des séquences de 20 secondes hyper bien placées, comme s'il parlait directement au juge, des séquences de 20 secondes où c'est juste magnifique, c'est juste d'une beauté esthétique, et ça lui fait gagner le round. Mais c'est par séquence. Et pour moi, c'est la soirée le plus grand voleur de round que j'ai jamais vu ce soir-là. Ce Léonard, et c'est totalement en accord avec le storytelling. C'est totalement en accord, et ça va être un retentissement. Et d'ailleurs, regarde, retentissement énorme. C'est toujours Sport Illustrated. Alors, c'est un peu coupé, mais c'est Shocker. Tu vois, c'est le choc. C'était la soirée choc. Et ça va être énorme. Et puis à partir de là, Hagler lui se sentira spolié, se sentira volé, se sentira victime du système. Là il le sent, tu vois. Les médias, le storytelling, tout le truc qui va à contresens de lui, là il le sent bien après l'annonce des scorecards. Là il le sent bien comme il faut. Donc il a la rage, il a la haine, et donc voilà, ce qui normalement aurait dû arriver n'arrivera jamais. C'est-à-dire la revanche. Léonard Hagler n'arrivera jamais. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît, encore ? Alors, il y a plusieurs versions qui circulent. En fait, c'est intéressant. Il faudrait écrire un bouquin, tu vois, ne serait-ce que sur l'après Hagler-Léonard, même pas sur le combat, mais sur l'après, c'est-à-dire sur toutes les rumeurs qui ont couru, parce que selon qui parle, en gros, t'as l'impression que c'est l'un ou l'autre qui a refusé. Et c'est vraiment un cas classique, en gros, de si t'es fan de Léonard, à mon avis, tu vas avoir la conviction qu'Hagler en voulait plus, ou qu'il posait des conditions idiotes, ou etc., et inversement. Moi, je suis persuadé de deux choses. La première, c'est qu'Hagler était clairement sur la pente descendante. Ça, oui, on va pas se mentir. La deuxième, malgré tout, c'est que c'était l'homme des revanches, on l'a déjà dit. Dans sa carrière des revanches, il en a boxé un paquet. Certes pas contre Léonard, mais il en a boxé un paquet. Et qu'à chaque fois, il est revenu plus performant. Et qu'en général, ses adversaires l'ont vraiment senti passer. Donc, à mon avis, il avait de quoi gagner la revanche. Il en avait les moyens. Est-ce qu'il en avait complètement l'envie? Parce que il était plus très jeune, il avait du fric. Il avait les pubs télé,
il a touché une bourse extrêmement importante contre Léonard. Au fond, il pouvait prendre sa retraite. C'était bon pour lui. Sa carrière, elle était faite. Il n'a pas gagné autant d'argent en carrière que Léonard, mais il avait objectivement, par rapport à ses débuts, il avait accompli un chemin considérable. Donc, il aurait pu gagner. Est-ce que l'envie, il l'avait? Enfin, mon argent aurait été sur lui, pour dire les choses de façon très claire, et je parie pas toujours sur mon favori, parce que je suis un garçon prudent. Et mon argent aurait été sur lui. Après, est-ce qu'ils voulaient vraiment ce combat? Est-ce que les deux ont consenti vraiment tout ce à quoi ils auraient dû consentir pour que le combat ait bien lieu? Pour moi, ça reste flou. C'est vrai. Ouais. Flou et trouble, tout à fait. Mais quoi qu'il en soit, ça sera donc le dernier combat de Marvin Hagler. Marvin Hagler, comme tu le dis, prendra sa retraite. Il deviendra même une star du cinéma, notamment en Italie. Voilà, avec la série des Indio, voilà, qui apparaîtront au cinéma. C'est ça aussi, à la fin des années 80. Il va enchaîner d'ailleurs avec une petite carrière au cinéma à la suite de ce combat. Voilà, il ira vivre en Italie d'ailleurs. Il ne reviendra jamais sur un ring. Et puis finalement, on peut avoir les nerfs de ne pas avoir eu une suite à cette histoire, mais pour le boxeur que ça a été, pour les guerres qu'il a données, parce que ça boxe extrêmement souvent, je rappelle, en 15 rounds, là, on ne joue pas à la boxe. Mais écoute, il a extrêmement bien vieilli. Je trouve, il a eu une belle vie, il a perdu aucune capacité. Je trouve que c'est je pense que pourquoi? Parce que aussi c'était un phénomène naturel qui fait que, comme tu le disais, il avait certainement un menton de poids lourd pour un corps de moyen. C'est extraordinaire. Et moi, je suis très heureux pour lui, quoi. Voilà, il ait une vie qui n'a pas été détériorée par ce qu'il nous a donné sur ring, ce qui est généralement le cas. Et là, ça n'a pas été pour lui. Donc ça, c'est une grande victoire. La grande victoire, elle est certainement là. Voilà, Marvin Hagler, d'ailleurs, un grand amoureux de Paris, Marvin Hagler. Certainement, certains d'entre vous qui ont regardé la vidéo avaient peut-être déjà croisé Marvin Hagler à Paris. C'est fortement possible. Bon, bref, voilà, on vous a fait le portrait de carrière du mieux qu'on a pu sur le boxeur préféré d'Antoine de 130 livres, Marvelous, Marvin Hagler. Moi, je te dirais que à la suite de notre discussion, et ce qui est très fort en moi, c'est que Marvin Hagler, pour moi, est le middleweight all-time number one. Et voilà, pour moi, il est indétrônable. Je mettrai Marcel Cerdan sera juste derrière, mais le number one pour moi, c'est Marvin Hagler pour toujours. Et voilà, j'espère qu'on vous aura donné envie de vous repencher sur sa grande carrière avec tellement de combats, prenez des notes, tellement de combats incroyables à voir qui sont autres que les combats cultes que tout le monde connaît. Voilà, Antoine, c'était encore un énorme plaisir que tu m'accompagnes pour ce portrait de carrière. Merci encore, c'est génial. Et puis, parce que je sens très fort, Antoine, une vague de demandes de la part de mes pirates, comme il y a eu pour Marvin Hagler, je sens très fort une vague de demandes pour la prochaine discussion Hall of Fame sur un certain Hitman. Alors Antoine, est-ce que t'es chaud pour que la prochaine fois qu'on se parle, on fasse le portrait de carrière du Hitman? T'es d'accord avec moi? Ah bah écoute, je l'ai dit, mon chouchou, mon favori, mon préféré, c'est Hagler. Pas très loin, il y a Hearns. Eh ben alors on va se faire ça. On va se faire ça dans quelques temps. On se rejoint et vous aurez droit à la discussion Hall of Fame de Thomas Hearns. Merci encore Antoine. Allez sur 130livres.com lire les beaux textes d'Antoine. Et puis nous, mes pirates, on se rejoint pour de nouvelles aventures box très prochainement. Ciao mes pirates, portez-vous bien. Aïe.